Donc, je vais vous faire une présentation qui est un peu l'équivalent de celle qu'a fait Ad à 3 heures en anglais, qui est avec, si possible, une petite démo si j'ai le temps. Donc là, on va déjà refaire un petit rappel de la différence entre le coopératif et le préemptif. Et savoir comment vous pouvez vérifier si votre code est prêt pour le préemptif, et dans quel cas l'utiliser, et les nouveautés donc à partir de cet exercice sur les partages d'objets et donc de process préemptifs. Donc il y a deux types de process, ceux qu'on connaît, qui sont en mode coopératif, où il va falloir donner régulièrement la main entre différents process pour que le scheduler puisse répartir le temps CPU sur les différents process. Et puis en mode préemptif, c'est donc en fait le système qui va décider sur quel corps, ou même quel corps en hyperthreading, il va pouvoir faire réaliser l'exécution du code. Donc si par exemple, plus vous avez de corps disponibles, plus vous allez pouvoir bénéficier d'un traitement en parallèle. Bon, juste pour rappel, déjà le cas des serveurs depuis la V11, donc ils bénéficient de ce système-là pour tout ce qui est requête client, qui n'a pas besoin d'exécuter du code 4D. Donc là, on va revenir juste sur les différences. Donc on a appelé worker. Les deux peuvent fonctionner en coopératif et en préemptif. Le concept du process, c'est que à la fin de son exécution, donc il va quitter. Et par contre, le worker, lui, il reste disponible pour un rappel en gardant son contexte, c'est-à-dire tout ce qui a déjà été calculé, les initialisations de variables, etc., sont à nouveau disponibles. Alors un process, il peut être unique ou pas. Ça, c'est avec le paramètre optionnel astérix. Quand on appelle nouveau process, si ce paramètre existe, il va essayer de voir s'il n'y a pas déjà un process existant avec le même nom. Il le réutiliser. Par contre, un worker, il faut qu'il ait un nom unique, c'est son concept. Donc, ce qui fait qu'au premier appelé worker, il va créer le worker, et les appels suivants vont donc, on verra donc de quelle manière, vont donc refaire appel au worker qui est donc en mémoire. Alors là, donc on va regarder ce que ça fait si on fait appel à des méthodes thread-safe. Alors excusez-moi, j'ai pas tout traduit en français. Enfin, le nom me paraît assez significatif pour qu'on comprenne. Donc voilà comment ça se passe si vous appelez un nouveau process qui appelle une méthode thread-safe. Donc le premier appel va utiliser une ressource CPU, et comme la méthode est thread-safe, 4D va demander au système de lui trouver un CPU disponible pour l'exécution de chaque méthode. Par contre, sur l'appelé worker, c'est un peu différent, même s'il utilise un appel à la même méthode qui est thread-safe, à cause de la notion d'unicité du nom et de son fonctionnement. Donc, en fait, un process est normalement identifié par son numéro, alors qu'un worker, il est vraiment identifié par son nom. Et donc, au premier appel, il va créer le worker, il va le mettre dans un CPU disponible. Par contre, à partir du deuxième appel, le principe, c'est que les traitements dans les workers sont faits de manière asynchrone. C'est important à comprendre. C'est que le worker, il est utilisé, il est en traitement, et s'il y a une deuxième requête faite sur le worker,
Il va attendre dans une espèce de boîte aux lettres que le premier traitement sur le worker se finisse pour pouvoir à nouveau le solliciter. Et donc ça va se cumuler. Par contre, si les noms des workers sont différents, là on retombe sur le même principe que des nouveaux process qui sont en appel de code thread-safe. Alors, il faut savoir si votre code est prêt. Alors, il y a déjà quelques règles à respecter. Et on va regarder ces différents éléments. Et c'est vrai que ce qui empêchait un peu l'utilisation des méthodes en préemptive jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était le peu de commandes qui étaient supportées. Le fait qu'il n'y avait pas vraiment de version 64 bits disponible pour le cas des Windows. Donc, le fait qu'il y avait ces problèmes d'échange de données entre différents process. Donc là, on verra avec les éléments partagés. Donc tous ces éléments-là faisaient que c'était un peu difficile quand même de trouver du code qui était compatible thread-safe et de pouvoir le mettre en place. Là maintenant, on n'a plus tout à fait cette limite et on peut vraiment assez facilement mettre en place des workers. Et donc on a étendu à chaque fois, avec les limites qu'on va voir par la suite, les commandes qui sont compatibles. Alors on verra ensuite, mais juste en rappel, les nouveautés de la CSR6 concernant le partage justement des objets, comment pouvoir avoir cette limite qui existait avant de ne pas pouvoir partager entre différents process des informations. Là, donc il y a des règles à suivre. Alors la première règle à suivre, c'est dans les propriétés de votre méthode. Alors par défaut, quand vous faites une conversion, c'est un différent qui est sélectionné. Donc ça veut dire qu'en fait le compilateur ne va pas appliquer de règles en disant est-ce que le code est thread safe ou pas. Il va dire oui, ça passe. C'est en fait le code, on va dire le réglage de compatibilité. Et donc pour qu'une procédure soit traitée comme une procédure thread safe, il est important donc de mettre ce premier réglage manuellement sur chaque méthode. Ensuite, on ne peut pas faire d'appel à d'autres méthodes qui sont thread safe, et ça c'est un peu le piège parce qu'on travaille sur une méthode et on dit, ah, on regarde la propriété, on voit même que avec le check qu'on verra en compilateur, elle est thread safe, et on dit donc c'est bon, elle va s'exécuter en thread safe. Sauf qu'à un moment, elle va appeler une autre méthode qui, elle, n'est pas thread safe. Et donc, en fait, 4D a besoin que l'ensemble de la chaîne soit thread safe pour pouvoir effectivement l'exécuter en thread safe. Donc il y a par exemple les anciennes commandes pour partager des données, enfin pour les échanger évidemment. Là vous faites appel à un autre process, vous ne pouvez pas utiliser ces commandes-là ou des commandes qui font appel à de l'interface. Vous ne pouvez pas non plus donc appeler une méthode qui elle n'est pas thread safe. Effectivement, la question a été posée pourquoi le SQL, lui, n'est pas pris en compte. Je pense que c'est simplement ça n'a pas été développé, parce qu'il n'y a pas de raison. En fait, quand vous recevez une requête SQL sur le serveur, c'est traité en thread safe. Donc, bon, il n'y a pas de raison totalement que ça ne marche pas, mais bon, c'est comme ça. Vous ne pouvez évidemment pas, donc ça c'est un peu aussi une des limites qui gênait beaucoup l'utilisation des process thread safe, c'est que vous ne pouviez pas utiliser des paramètres qui étaient en interprocess. Alors avant, il y avait une petite astuce, on passait un pointeur pour contourner la règle et puis ça a été bouché comme sécurité. Donc, ça, c'est pas resté longtemps. Bon, on pourrait considérer qu'on pouvait les lire en lecture, mais bon. En ce cas-là, on les passe en paramètres au worker, si c'est juste pour y accéder à leur contenu. C'est bien, mais c'est dans le fonctionnement du serveur. C'est la manière dont 4D envoie la requête. En fait, il va construire une requête et c'est le même mécanisme qu'il va utiliser quand il fait une requête client avec un chercher par formule, etc. Tant que c'est que des commandes pour accéder des données, il va être capable sur le serveur de l'exécuter dans un thread indépendant.
Oui, sauf que là, pour l'instant, il y a une espèce de flag, parce que pour chaque commande, elle peut être éventuellement thread safe, mais il faut qu'elle soit déclarée thread safe au niveau du compilateur ou au niveau de l'exécution, parce que sinon... Donc ça, c'est aussi un travail qui est fait au fur et à mesure, de manière à s'assurer qu'il faut le tester, etc., etc. Donc là, pour l'instant, c'est des limites qui existent encore, mais on va voir que... Oui. Les limites que tu donnes là, elles sont en 17 ou c'est en 16? Ah non, mais elles sont aussi en 17. Mais justement, même à partir de cet exercice, on va voir qu'il y a des moyens justement d'utiliser d'autres manières de communiquer entre les process thread-safe. Donc aussi, c'est pareil, je ne sais pas pourquoi, c'était une limitation qui normalement est prévue de sauter, mais on ne sait pas, peut-être dans une prochaine version, mais pour l'instant, on ne peut pas faire d'appel au plugin dans une méthode thread-safe. Alors pour tester le code, alors c'est vrai que on peut aller faire un commande K sur chaque commande et regarder dans la doc s'il y a le petit logo qui dit si c'est thread safe, mais c'est un peu long, qu'on a une méthode un peu longue. Donc le plus simple, c'est de cocher cette case qui va générer un fichier texte où on va avoir à la fin de chaque compilation ce fichier symbole qui est ouvrable avec n'importe quel fichier, avec n'importe quelle application texte. Et vous allez voir qu'à la fin de chaque ligne, vous avez thread safe ou thread unsafe. Donc déjà, ça vous donne une bonne indication sur ce qui est exécutable ou pas. Le problème, c'est que choisir, dans tous les cas, non, alors justement, si c'est pas forcé, lui, il va pas vérifier la propriété. C'est indifférent, lui, il considère qu'on veut garder la compatibilité de l'ancien et que donc on va pas checker. Donc il va pas faire le calcul. De mémoire, je pense qu'il le fait pas. Alors donc, il faudrait que je revérifie parce que je suis pas sûr, mais c'est assez facile à tester. Donc là, on va bien voir quelles sont les méthodes qui sont thread safe et voir assez facilement celles qui ne le sont pas. Alors, attendez, je crois que j'ai... Voilà. Donc si vous êtes en indifférent, lui, il va pas, au niveau du compilateur, il ne va pas se plaindre qu'il y ait du code qui n'est pas thread safe, parce qu'on ne lui demande pas d'être thread safe compliant quelque part. Ça veut dire qu'il y aura une erreur à l'exécution de la méthode si on essaie de l'appeler en worker ou pas? En fait, il n'y a pas d'erreur. Le principe, c'est que s'il ne peut pas l'exécuter en thread safe, il va automatiquement basculer en coopératif. Donc c'est vrai que des fois, on teste sa méthode de manière atomique, on se dit que tout fonctionne bien, elle est thread safe, sauf qu'à un moment, on va oublier qu'on va l'appeler dans un contexte qui n'est pas, lui, thread safe, et donc à ce moment-là, 4D, ou qu'on va faire appel à un bout de code qui ne l'est pas. À ce moment-là, 4D, soit il peut exécuter de A à Z la pile d'appels en thread safe, soit à un moment il aura besoin à nouveau du contexte et donc il va remonter les règles de contexte sur les méthodes appelantes. Oui, si on est capable de faire, sauf qu'à un moment on est obligé de faire un peu d'interface quand même, normalement. Hein. Pas sur le serveur, mais à un moment, oh là, Play Sound, j'ai pas testé si c'était jouer son, j'ai pas vérifié si ça marchait, mais en général ça suffit pas quoi. Donc voilà, si vous avez mis les règles, vous avez les erreurs. Je suis désolé, la capture n'a pas été traduite. Sinon, vous n'avez pas d'erreur parce que vous êtes en indifférent. Alors, c'est que pour les bases compilées et en exécution, c'est très important parce que c'est pas dans la slide, c'est que pour du code 64 bits. Et c'est pour ça qu'à partir de cet exercice, ça devient vraiment intéressant parce que vous avez en même temps beaucoup plus de commandes qui sont compatibles. Vous avez le Windows Server qui est 64 bits et qui est en version publique, plus toutes les commandes qu'on va voir pour partager les objets entre les threads safe. Donc, ceci dit, il n'y a pas non plus de raison forcément de l'appliquer à tout, parce que je pense qu'en général, vous avez tous un code existant assez important.
Donc, c'est pas en cliquant des doigts que vous allez tout mettre en conformité avec le thread safe. Donc, ça peut être pour des blocs de traitement qui n'ont pas besoin d'interagir avec le reste. Je n'ai pas testé, mais vous avez tout à fait la possibilité, évidemment, comme c'était le cas pour d'autres problématiques, d'aller accéder à des données, parce que ça vous permet aussi de récupérer des infos qui, quelque part, en trichant un peu, sont aussi partagées. Vous pouvez avoir des tables de résultats et qui vous allez éventuellement le lire à partir de thread safe. C'est une manière aussi de partager. Donc là, en gros, le code doit normalement être un indépendant. Il ne doit pas bloquer, il ne doit pas être bloquant sur le traitement d'autres opérations. Et donc, il s'applique très bien, par exemple, à des calculs de batch ou à du gros traitement, où on fournit tous les éléments pour faire le calcul, et il peut se débrouiller par lui-même pour faire le résultat. Alors donc là, il y a une note technique, bon, elle est en anglais, qui permet dans un composant de... Alors il y a quelques slides qui expliquent un peu comment il fonctionne. Donc là, avant, donc on avait différents process qui, à chaque fois, directement alimentaient un dossier de log. Et là, le concept, c'est que... Voilà, il y a beaucoup d'effets. Normalement, au bout d'un moment, voilà. Donc là, il y a un worker qui va faire l'intermédiaire, qui reçoit les informations, et c'est le worker qui prend en charge le log. Donc là, la notion d'information partagée. Je vais un peu vite dans la présentation, parce que je vais essayer d'avoir le temps de vous montrer un tout petit peu une démo. L'information partagée, donc ça c'est une nouveauté de la CSR6, c'est qu'effectivement, c'est très gênant de ne pas pouvoir échanger des données entre workers. La seule manière, et je vous dis, c'était de passer par des astuces comme accéder à des enregistrements ou faire ce genre de choses, ou de passer par des fichiers ou ce genre de choses. Donc, ce qui a été introduit en CSR6, c'est la notion d'objet partagé et de collection partagée. Donc, le principe, c'est que pour pouvoir faire ça en lecture, ça ne pose pas de problème. C'était comme quand on accédait à une variable interprocess. À n'importe quel moment, on pouvait y accéder. Par contre, c'est quand on veut faire des modifications. Donc, ce qui a été implémenté, c'est les systèmes de lock qui permettent de ne pas être 50 à modifier en même temps des valeurs. Donc, la seule différence par rapport à des collections ou des objets classiques, c'est qu'on rajoute la propriété de partage. Donc, ça s'appelle objet partagé et collection partagée. Là, dans les slides suivantes, il ne va pas y avoir le double des explications entre les objets et les collections, vu que ça fonctionne de la même manière. Donc, c'est pour ça qu'il y aura à chaque fois plutôt des exemples avec des objets, mais ça fonctionne de la même manière. Alors, donc, ce qu'on commence à faire, c'est que, en fait, on crée un objet et on le déclare partagé. Donc, on a une référence qu'on va pouvoir passer à des process qui soient préemptifs d'ailleurs ou pas, ça ne change pas. On passe en paramètres et c'est la référence qui est passée et qui va donc pouvoir être lue ou éventuellement modifiée selon certaines règles. Donc on peut le passer soit en paramètre à un process, soit le passer en paramètre à un worker. Donc les appels à un worker, c'est le nom du worker et la méthode à exécuter. Donc le worker, en fait, le premier paramètre, c'est l'identifiant. Et la deuxième, c'est le nom de la méthode qui normalement serait safe, plus le troisième paramètre, c'est les n paramètres supplémentaires qu'on va faire passer au worker. Alors, au niveau exécution, il y a le oui et le non. C'est qu'en fait, le worker, une fois qu'il a été créé, il garde son contexte, donc il n'y a pas besoin de prendre du temps pour le recréer. Par contre, c'est au moment de l'exécution, comme c'est quelque part en asynchrone, il n'y a aucune garantie que le traitement va être aussi rapide que si vous faites un appel direct. Donc, il y a le pour et le contre.
Si vous avez beaucoup de précalcul ou de préinitialisation, à la rigueur, dans vos deuxièmes appels, selon la méthode, enfin, selon même le paramètre, vous pouvez dire je passe un paramètre texte, enfin un objet qui dit première fois ou je sais pas quoi, qui va créer toute l'initialisation dans le worker, et tous les autres, quand on teste le nom, ils vont dire tuer le process, va tuer le worker ou faire tel autre traitement, et à ce moment-là, dans votre code, vous allez éviter toute la phase de création parce que le contexte est gardé. Donc là, vous gagnez du temps. Par contre, si les appels, il y a beaucoup d'appels pour le même worker, il est possible qu'il y ait un phénomène de queue qui va faire que le traitement ne va pas se faire aussi rapidement. Donc c'est... Ça, je vais vous montrer juste après un exemple de capture qui a été fait avec une petite base démo. Vous allez voir les temps de traitement globaux de, je crois que c'est 13 workers qui sont sur une configuration déjà un peu robuste. Donc ça, on va le voir. C'est vrai qu'il faut un peu le tester. Il n'y a pas vraiment de règles. Et puis surtout, si vous faites un test pour des workers qui doivent fonctionner sur un serveur, il faut tenir compte du fait que si vous êtes en taux de charge complet, même la majorité de vos corps, ils vont déjà être utilisés par les requêtes clients. Donc, ce n'est pas forcément évident de valider le nombre de workers que vous allez mettre à disposition. Tout dépend du temps de traitement. Si vous avez un worker qui ne fait pas grand-chose, ce n'est pas la peine d'en créer 4 pour faire le même traitement, ça ira pas forcément plus vite. Si par contre, ça dépend de votre configuration, du contenu de code que vous exécutez. La queue du worker, on connaît, il y a un moyen de connaître. Là, la queue, alors non, il n'y a pas de commande qui s'appelle combien j'en ai en attente. Non, ça serait bien. Mais à la rigueur, ce que vous pouvez faire peut-être, c'est dans votre worker, c'est peut-être passer alors je ne sais pas si c'est en millisecondes ou en je ne sais pas quoi, passer un paramètre de temps courant. Et puis dire dans mon worker, quand j'arrive, paf, voilà, je compare avec le temps effectif de début de traitement dans votre worker et voir que tout d'un coup, si ça prend 3 heures, c'est qu'il y a un petit problème de programmation, je pense. C'est pas fait pour, normalement. Donc là, on va juste regarder un peu, ça a été présenté, et puis c'est en fait disponible à travers le blog, il y a plusieurs liens qui expliquent bien toutes ces nouveautés sur les objets partagés. Donc là, en fait, on a un objet, et alors là, dans certains exemples, vous allez voir qu'on utilise déjà la notation objet, mais on n'est pas obligé. On pourrait faire en anglais, c'est obget, mais je ne sais pas quel est le terme, si c'est un autre terme en français, parce que d'habitude je programme en anglais, c'est pour ça que je ne suis pas toujours très très à l'aise. Mais bon, vous avez la possibilité de récupérer les valeurs. Et ça, en lecture, il n'y a pas de problème. L'objet, il n'est pas loqué, il est accessible en lecture à n'importe quel moment. Par contre, si vous voulez modifier le contenu, là, vous êtes obligé de mettre un système de lock. Donc en français, ça s'appelle utiliser et fin utiliser. Et donc, vous loquez l'objet 1. Donc les autres qui voudraient accéder au contenu vont attendre que vous ayez exécuté fin utiliser. Donc c'est pareil, là il y a un phénomène de queue qui se crée. Donc il ne faut pas faire un utiliser qui va raconter votre vie et qui va traiter un seul objet où il y a 50 000 choses. Il vaut mieux en ce cas-là peut-être partager, enfin découper en plusieurs objets de manière à ne pas loquer éventuellement les autres méthodes appelantes qui ont besoin de modifier le contenu des propriétés de l'objet. Donc là, on peut avoir des objets à l'intérieur d'autres objets. Donc c'est pareil, on a un contenu. Là, avec la notation objet, donc vous voulez passer à chaque fois au sous-objet, vous mettez un point. Donc le nom de l'objet, le point, le nom du sous-objet, un autre point, le nom du troisième sous-objet et le nom de la propriété. Donc là, il faut faire attention que le nom corresponde. Hein. Ça
C'est vraiment important d'avoir un respect et même des capitales, etc. au niveau des noms. Et donc c'est pareil, en fait quand vous y accédez, vous avez quand même quelquefois intérêt à verrouiller en défensif que le contenu existe. Donc vous évitez d'accéder à quelque chose qui n'existe pas. Donc vous vérifiez que la valeur est différente de nulle. Enfin là c'est une commande qui vérifie ça. Et si c'est le cas, vous pouvez accéder au contenu de l'objet ou du sous-objet dans ce cas-là. Donc là c'est pareil. Donc vous vérifiez que l'objet existe, le sous-objet existe. Vous mettez un lock avec utilisé. Et même si c'est un sous-objet, en fait ce qui se passe, c'est que... Alors là, je vois effectivement, j'ai un effet qui n'a pas été traité. C'est qu'en fait, le utilisé va locker l'ensemble de l'objet 1. Donc, vous ne pouvez pas juste locker un sous-objet ou un sous-objet. Vous êtes obligé de tout locker. Bah oui, et l'utilisé, lui, il est à attendre le déblocage. C'est comme un enregistrement. C'est merci de libérer l'enregistrement, sauf que là, il n'y a pas de message qui vous dit ça. Donc... Bah, normalement, faut pas éviter, sauf s'il y a besoin d'avoir une logique de contenu. Et oui. Oui. Non, non, pas sur les objets partagés. Non, non. Là, la règle, c'est ou alors c'est peut-être juste sur le. J'ai un doute, c'est possible. Écriture du piano de process, je vais voir. C'est peut-être à travers le. Là, ça me paraît bien. Là, c'est en lecture. En lecture, il n'y a pas de problème. Mais même en écriture, vous pouvez changer un sous-objet sans locker l'ensemble. Oui. Et ça ne loque pas l'objet principal. D'accord. Donc ça dépend des règles parce que il y a des cas où on est obligé de locker l'ensemble principal. On le verra plus tard. Là, c'est sur le storage, en tout cas, c'est sûr qu'on lock l'ensemble. Sur le storage, je suis sûr. Sur les objets partagés, effectivement, il faudra tester avec un petit code. Donc là, je remets juste une slide spécifique aux collections. C'est juste pour rappeler que les éléments d'une collection, vous pouvez les accéder par leur indice. En fait, c'est une liste hétérogène. Vous pouvez avoir ensuite différents types dans le contenu et vous y accédez par son indice. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez avoir un code un peu défensif, vous allez à chaque fois tester si l'indice, par exemple, vous attendez à ce qu'il y ait 12 éléments, vous avez testé qu'il y en ait au moins 12 avant d'essayer d'accéder au 12e. Donc là, c'est la fonction length qui donne le nombre, la longueur. Enfin, le nombre d'éléments plutôt. Donc là, c'est la dernière partie qui a été rajoutée en cet exercice. Donc c'est la notion de storage. Donc l'avantage du storage, c'est que vous allez pouvoir partager aussi avec des process comme si vous vouliez partager avec d'autres process qui sont... c'est accessible de partout, mais il faut que ça contienne... Alors il y a un certain nombre de règles. C'est comme un magasin. Ça ne peut contenir que des objets partagés. Les règles de log sont un peu les mêmes. Donc là, par exemple, on va prendre un exemple. Donc, par contre, c'est un mot-clé storage qu'il va falloir utiliser pour les accessions et les modifications. Donc, on a un objet A, un objet B, un objet C. Ils sont mis dans un storage. Dans une méthode, on va accéder au contenu et on va mettre une variable locale, par exemple. Donc, on va récupérer à chaque fois les 3 objets plus le contenu de la propriété. Ce qu'on conseille, c'est plutôt d'encapsuler ça avec un accès direct au storage et ensuite
utiliser la référence du storage et de l'objet qui est dans le storage. Donc on peut faire un premier comme ça. Après on dit qu'on veut l'utiliser, donc ça veut dire qu'on va vouloir modifier. Hein. Donc c'est le même système de lock. Donc là, c'est là où on a des locks effectivement avec une modification qui est faite. Donc là, à la fin, donc on fait la modification dans le storage. Comme le storage ne peut pas être accédé par d'autres pendant que vous faites le lock, donc vous avez la possibilité de faire la modification du nom. Donc c'était Jean. Pardon ? Ben là, c'est une convention en fait. Non, mais storage, ça, les variables des objets, enfin les objets, en fait, il faut faire attention hein, quand vous utilisez $, ça ne veut plus du tout dire variable locale, parce que là, en fait, on utilise des références, donc c'est plus du tout des variables locales, c'est des références locales. Enfin, c'est des noms de références locales, mais c'est pas des variables locales. Hein. Donc après, il faut chacun utilise sa terminologie pour savoir que c'est un objet. Donc, je reviens donc là-dessus. Donc là, pour tout ce qui est présenté comme commande, etc., et comme possibilité, existe dans la 16R6 qui est donc disponible, hein, je rappelle, depuis quelques jours. Donc il y a quelques liens que j'ai rajoutés là. Donc moi, normalement, mon Internet marche, qui vous permettent de refaire... voilà, quelques des choses qui sont quand même décrites dans la documentation. Donc, ça réexplique un petit peu les éléments. Donc, il y avait ce lien-là. Il y a celui-là sur les objets partagés. Donc, ça, c'est dans la documentation de la 16R6. Donc là, on va voir s'il y a 2 fois un appel au store. Non. Au storage. Ensuite, donc le storage. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une méthode exemple. Voilà, utiliser storage. Donc, je vous le fais en gros. Donc prenez l'exemple de la doc. Hein. Celui-là, il a été vérifié. Bon. Donc là, je vais essayer de retrouver la documentation. Là, je vous rappelle juste, là, c'est le petit logo qui vous indique sur chaque commande si vous êtes si la commande est compatible en préemptif ou pas. Hein. Et là, vous avez un petit logo qui vous dit que cette commande a bien été créée en 16R6. Là, le petit logo qui est là. Sinon, vous avez des exemples qui doivent mieux fonctionner que ce qui est sur la slide, avec différents... Et donc, à chaque fois... Voilà, donc là, effectivement, on verrouille, à mon avis, le storage pour rajouter un objet dans le storage. Donc le terme... permet d'implémenter un singleton en lésine. C'est bien traduit. Ok. Ça, quand même, si vous allez sur le blog, je vais essayer de... Si l'internet marche bien. Normalement, c'est bon. Donc en fait, vous avez plein de choses. Alors là, il y a déjà des choses sur la V17, mais sinon, voilà, vous allez là-dessus et vous avez des petites bases avec plein d'articles qui sont assez bien faites. Sur les nouveautés, vous cliquez sur les nouveautés, vous aurez des petites bases exemples qui fonctionnent bien. Ça, le blog, c'est vraiment un endroit où vous pouvez récupérer assez clair des petits articles bien faits. Et puis, c'est vraiment un endroit à regarder régulièrement. Alors, 2 petites choses. Donc, je reviens sur mes slides. Si ça marche, oui, ça marche. Donc, ça, c'est sur le storage. Là, donc, c'est le rappel de la référence qui avait été donnée sur la note technique 4D. Voilà. Ensuite, donc, en fait, c'est un document récupéré de la démo qui a eu lieu 2 heures avant.
enfin, j'ai pas traduit pendant les 2 heures, là, mais qui a été fait donc par Ad. Donc, j'ai des slides. Voilà, je vais vous montrer juste 2 captures d'écran que j'ai fait chez moi. Donc, il y a une base qui avait été faite par, enfin, qui est toujours faite par JPR, qui permet de voir le comportement des process en mode coopératif ou en mode préemptif. Donc, en fait, on lance un nombre de workers. On indique dans les réglages si on veut le faire fonctionner en coopératif ou en préemptif. Et lui va calculer dans un formulaire si il va récupérer le résultat. Et donc là, on voit à droite sur un processeur assez récent où il y a Vicor réel, le comportement, et on voit qu'effectivement, en coopératif, c'est vraiment ce corps-là qui est vraiment sollicité. Sur le même fonctionnement en préemptif, on voit que le temps est quasiment divisé par 3. Et on voit que tous les corps fonctionnent bien, et donc il y a une vraie répartition des charges. Alors, il me reste 10 minutes, c'est ça? Tout à fait, monsieur Schumberg. Tout à fait. Je vais essayer juste de vous montrer juste un petit peu un code. J'ai voulu faire une petite base parce qu'en fait, ce qui est important dans l'explorateur d'exécution, c'est que quand vous êtes dans les process, vous avez un détail sur les propriétés des process. Et on va voir que si vous exécutez en compilé, vous allez voir les workers avec une petite icône spéciale. Ça aussi, c'est dans la documentation. Il y a un petit label rouge à côté du marteau qui vous indique que votre worker fonctionne bien en compilé. Donc là, je vais juste peut-être augmenter un peu la résolution. Alors, comment plus. Là, c'est juste un petit bout de code que je recommande. Quand vous avez des bases qui utilisent des fonctionnalités qui sont quand une certaine R, vous testez le numéro. Là, si le numéro est supérieur à 16650, vous pouvez l'exécuter. Sinon, voilà, vous mettez un petit message, vous quittez. Donc ça, c'est une manière de faire. Donc moi, j'ai voulu juste créer une méthode. Donc je me suis dit, tiens, le problème de l'exécuteur de l'explorateur d'exécution, c'est que il fonctionne en mode... enfin, une fois qu'on l'affiche, on ne peut rien faire d'autre. Donc je me suis dit, je vais juste créer une petite méthode de test pour essayer de récupérer la même chose. Donc là, je suis désolé, mes commandes, elles sont en anglais. Je n'ai pas trouvé pourquoi. C'est pas très grave, je pense que c'est compréhensible. Là, le concept, c'est que je crée une petite palette et je fais un appel de worker. Et comme la méthode appelante, enfin, créant le worker, là, ça ne peut pas être en préemptif parce que j'utilise de l'interface. Mais c'est pas grave, ça va fonctionner quand même. Donc je crée la fenêtre et je lance un worker. Ce worker, il est là. Test worker. Je vais expliquer très rapidement. Vous avez en fait une commande qui permet de lire l'activité principale sur le serveur, qui vous met ça, retourne ça dans un objet. Alors il est capable de vous donner aussi la liste des utilisateurs quand c'est sur le serveur, mais sinon il va vous donner la liste des process. Et vous avez 2 propriétés qui sont le nom et le fait que c'est préemptif ou pas. Alors vous avez en 16R6 collection vers tableau, et ça c'est vraiment pratique, parce que vous pouvez récupérer dans un langage classique vos données, de les extraire d'une collection et les mettre dans un tableau, comme ça vos traitements, on va dire classiques, dans tableau vont fonctionner. Donc on va juste montrer comment ça fonctionne, c'est très simple. Et après on fait, donc je mets les éléments, je construis une nouvelle collection en rajoutant juste la liste des noms de process et le nom de la propriété si en préemptif, et j'appelle un formulaire. Et en fait, ça, je l'exécute pour l'exemple dans une boucle toutes les 2 secondes. Donc si je fais une exécution en démarrer, donc démarrer. Je suis obligé de faire une nouvelle compilation, je ne sais pas pourquoi. Donc là, c'est important d'exécuter en compilé. Ah, pas bien ça. Ah oui, ça c'est le petit O, là, je ne sais pas ce qu'il fait là. Ok, et à 10, il y a c'est un
and if. Bon. Ok, je recompile. Je vais exécuter la méthode. Donc là, en fait, au démarrage, j'ai juste un worker qui est créé et qui va afficher. Donc là, j'aurais pu faire une interface plus simple, mais là, tout ce qui est encoché veut dire que c'est préemptif. Ça, je récupère ça depuis les retours. Donc si par exemple, j'exécute une autre méthode, par exemple, test star multiple worker, on va voir s'il fonctionne bien. Voilà. Et là, donc, je crée plusieurs workers et on voit qu'ils sont tous effectivement appelés et exécutés en préemptif. Donc l'avantage de cette petite palette, c'est que voilà, je peux continuer à travailler ailleurs sans être obligé de lancer l'exécuteur. Donc voilà, c'était juste pour la démo, je voulais juste dire que ça permet quand même de bien vérifier que son worker est exécuté dans un contexte préemptif. Ça permet quand même de communiquer entre une interface. Oui, bah là oui. À partir du moment où vous définissez la fenêtre, le contexte, en début, le worker qui est lancé à partir de cette interface va fonctionner en préemptif, et après avec la commande appelée formulaire, je crois, en français, vous passez les éléments, et là je fais juste que remplir le tableau régulièrement. Voilà.